Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Vox Books. Notre invité se réclame de ceux qui, par leur plume, portent le flambeau de la longue tradition poétique africaine qui a su se faire sa place, oui, qui a su se faire sa place dans le paysage culturel d'aujourd'hui, tout en préservant cependant son essence et ses racines. Son livre se veut être un pont entre hier, aujourd'hui et demain, entre le passé, le présent et le futur. Mais pour y parvenir, l'auteur nous ramène à la source de la tradition, qu'elle soit distincte ou simple, comme pour nous révéler qu'avant d'être écrit, le mot est d'abord dit. Un retour donc à la tradition pour mieux la transcender. Bienvenue à tous. Lekama Sanama, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Vous êtes un poète plurilingue. C'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup qu'on dise que vous êtes poète. Vous ne vous sentez pas poète? Oui, l'expression poète, je me sens obligé d'être appelé poète. Mais en réalité, j'aime bien l'expression griot, conteur. Donc, Moi, je crois que vous êtes tout ça à la fois. Plurilingue parce que vous parlez français, un peu anglais aussi, vous parlez Yambassa qui est autre langue, vous parlez aussi allemand. Oui, je parle allemand parce que j'ai fait des études en Allemagne, donc je parle cette belle langue. Mais pour le moment, les vers que vous nous proposez, aussi les poèmes que vous nous proposez sont en français. Tout vous à êtes fait. l'auteur de Sous les feux de nos rêves, un recueil donc de poèmes publié en juin 2014 chez les Impliqués éditeurs, une structure éditoriale fondée par les éditions L'Harmattan. L'homme est au centre même de votre réflexion. L'amour, la guerre, la souffrance, l'injustice se lisent derrière les pages, au fil des pages. C'est une poésie autour du feu, on va dire ça comme ça, où l'on se raconte nos vécus, nos rêves même les plus fous, les plus avides à la brise du soir. Sauf que le conteur, c'est vous. Les Kamas, ce sont quoi? Des contes poétiques? Tout à l'heure, vous avez parlé de pont. Oui. Un pont lie les peuples. Oui. Un pont peut lier deux villages, deux villes. Un pont peut lier des générations. Un pont peut aussi lier des cultures. Et actuellement, nous sommes dans une transition. C'est-à-dire que pour l'Afrique, nous sommes dans une période où on traverse ce pont. Ce pont pour créer une Afrique qui se lie au traditionnel et au modernisme. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai écrit ce livre. Alors, je disais tout à l'heure que c'est de la poésie autour du feu. J'ai trouvé une expression qui peut-être va nous arranger tous. Oui. Je vous parlais de contes poétiques. Vous en dites quoi? Oui, c'est une très belle expression. Ça vous arrange? Ça résume bien. Je vais vous inviter à aller à la page 50. 50 donc de votre livre. Oui. Belle soirée. Oui. Ça aurait été un balafon sous la paille ou sous la lune, mais c'était une guitare de son. Ça aurait été une récitation écrite de la plume, mais c'était la chanson. Ça pouvait être d'autres. Ça pouvait être des tam-tams, ou la samba, ou le makossa, dans les rues du Rwanda, ou sous les décombres de Gabon. C'était, nous, heureux sans doute, de chanter de toute notre joie ce que ceux-là n'ont pas pu être. On dirait que vous écrivez en admirant un beau coucher du soleil. Tout à fait. Pour la petite histoire, ce poème, je l'ai écrit à minuit, 1h du matin à Berlin. Oui. Nous étions des jeunes étudiants camerounais débarqués dans le froid de l'Allemagne, et surtout qu'à Berlin, il fait bien froid. Ouais. Et nous avons laissé derrière nous beaucoup qui n'ont pas pu avoir le fameux visa dans les années 2000. Et nous étions là, très contents, en train de fêter entre amis, qui avions cherché le visa ensemble et qui étions là pour les études. Et en fêtant, je me suis rappelé que derrière, quand même, il y a ceux-là qui n'ont pas pu l'avoir, ce visa. Au-delà du visa, il y a ceux-là qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu la chance d'accéder à voir cette culture autre qui est la culture européenne, accéder à ces universités, accéder à ce savoir. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai si bien dit, être
ce que ceux-là n'ont pas pu être. Et aussi, c'est un peu ça dans la vie, en fait. En dehors du poème, c'est un peu ça. On est quelque part ce que d'autres ne sont pas, parce qu'on ne peut pas tout être à la fois. Vos titres, pour la plupart, sont des titres beaux, Belle soirée, par exemple, mais ils racontent des histoires tristes. Comment expliquer cette, je ne dirais pas contradiction, mais ce décalage entre le titre qui est beau et la tristesse qu'il résume? C'est pas tout à fait la tristesse, Oui. mais je dirais la mélancolie. Ah, Vous savez, la poésie, pour moi, c'est réveiller des émotions. Pour écrire de la poésie, pour être un griot, il faut être celui-là qui éveille au fond de l'être humain ce qu'il a comme émotion. Parce que l'émotion nous permet aussi de voir les choses autrement, d'avoir une sensibilité par rapport à notre environnement. Donc, c'est fait exprès d'ajouter une touche d'émotion, une touche de poésie. À la page 60, parler sous la lune, dire ce que jamais ne fut dit, dénoncer l'injustice sans porter les armes, sans souci des mottes de terre ou de la cendre, les brûler des terreurs. Ouvrons bien les yeux, regardons la lune si tendre. Quand notre âme prendra la route des cieux, ne brillera la prochaine lune que sur nos cendres. Comme les contes, votre poésie est nocturne. Aussi, Oui. vous savez, je tiens quelque chose de ma grand-mère maternelle, qui était Une conteuse. une très bonne conteuse, Oui. une très bonne conteuse reconnue à travers des villages et Yambassa. Et mon enfance a été bercée par ces contes, sa façon même de les réciter. En Yambassa, bien sûr, pas en français. Et quelque part, ma poésie est nocturne parce que ça s'est passé autour du feu, un peu à l'ancienne, en soirée. Oui. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Internet et autres. d'Internet, de téléphone, de smartphone. Donc, on était obligé de l'écouter religieusement et j'ai puisé ça d'elle. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous perpétuez un peu la tradition, hein, mais dans les livres. Autrement, dans les livres. Souvenirs d'enfance, justement. Au fond de ma pensée, à la page 30, reposent mes souvenirs d'enfance, ceux des matins traversant le bois sacré, calebasse à la main, pour puiser de l'eau dans le ruisseau. Et ces soirs, autour du feu, ma grand-mère racontait des fables, transmettant ainsi la sagesse africaine. Et ces nuits de fête au village, des corps suants qui sautillaient aux sonorités des tam-tams. Comme une ombre, jamais ne se détache de moi mes souvenirs d'enfance, ceux des colères de mon père, ceux des cultivatrices endiablées, ceux des fétiches du marabout. La vie a beau m'éloigner du pays, mais demeurant toujours en moi les souvenirs de mon enfance, me rappelant à chaque instant la terre où je suis né. L'amour de la terre représente véritablement le socle sur lequel se construisent vos vers et vos strophes. Mais votre verbe imagé nous ramène surtout à l'insouciance de l'enfance, comme vous le disiez tout à l'heure. Peut-être pas toujours sublime, mais à coup sûr résolu. Rémi, je vais vous dire quelque chose. On apprécie mieux l'Afrique Oui. quand on l'a laissée, quand on l'a abandonnée, on allait voir ailleurs. Je vais vous dire une petite anecdote. Quand j'étais jeune lycéen au Cameroun, comme tous les jeunes de mon âge, je rêvais de l'Europe, d'aller étudier en Europe, d'aller découvrir cette culture. Et je pensais à tort que c'était une très belle culture, d'ailleurs c'est une belle culture, mais que peut-être nous on n'avait pas assez de belles choses chez nous. Quand je suis allé vivre en Europe pour mes études, j'ai compris la richesse que nous avons en Afrique. J'ai compris que toutes ces belles choses que je raconte dans le poème, ces contes autour du feu, ces traditions africaines, que c'était une richesse immense. Et que les autres n'avaient pas, peut-être. Ils ont d'autres choses, mais ils n'ont pas ce que nous on a. Je pense que chacun doit se retrouver dans ce qu'il a. Et pour réussir, pour évoluer, pour changer l'Afrique, on ne peut changer l'Afrique que si on est authentique, que si on est soi-même, si on n'est pas copiste, si on ne copie pas les autres, si on reste ce qu'on est. Effectivement, tout part d'un constat. Et comment vous avez constaté que le monde ne brille plus, à la page 11. J'avais cru voir la couleur de l'air, entendre le son du silence et comprendre la douceur des vers. En moi naissait à peine la joie de vivre.
Mais ces soirs-là, le monde a cessé d'être beau quand l'homme devient esclave et la vie perd sa couleur. Le monde a cessé d'être beau et la vie est devenue amère quand la guerre fait solution différente. Le monde a cessé d'être beau et la vie n'a plus de sens quand dans l'égoïsme total chacun ne vit que pour soi. Je croyais voir à travers le temps les signes que peut-être le monde d'antan se trompait et que notre génération ferait mieux. Et pourtant, le monde à chaque instant s'arrête de briller quand un adulte viole un enfant ou quand le vent emporte les cris d'une femme battue. Le monde a perdu de son éclat et ne reste que le voile noir d'une nuit sans lune où l'homme vit pour exploiter l'homme. C'est un constat triste. Un constat triste. Comme vous l'avez constaté, dans ma poésie, tout est dans le message. La poésie, écrire de la poésie, raconter des fables ou faire des contes, c'est aussi un moyen d'expression, un moyen de combattre l'injustice, un moyen de dénoncer. Et pour moi, ce moyen d'expression s'est imposé à moi par ma sensibilité très forte. Je suis quelqu'un de très sensible. Et je suis arrivé à écrire ce recueil que j'ai puisé parmi plus de 700 à 1000 textes que j'ai déjà écrits, qui sont dans les cachots, parce que mes amis qui les lisaient, qui ont eu le privilège de lire, m'ont poussé à les publier. Ils ont dit, il y a des belles choses, il y a des beaux messages que tout le monde devrait lire. En fait, la poésie, c'est aussi ça, dénoncer. Une femme battue, c'est quoi? La femme, c'est d'abord une personne, au même titre qu'un homme, qui doit être respecté. Mais quand on arrive à battre sur une femme, parce que nous, hommes, on a peut-être la force musculaire, c'est pas normal. Ça, il faut le dénoncer. Quand on viole un enfant, ou quand on abuse parce qu'on a un pouvoir, c'est pas normal. Alors, dans ce livre, je profite pour faire passer ces messages, ces choses qu'au fond de moi, je trouve injustes. Donc, c'est un moyen d'expression que j'ai trouvé aussi, une façon de véhiculer tout ce qu'en moi, je dénonce. Derrière vos comptes, effectivement, vous réglez les comptes de l'injustice. Tout à fait. Faisons une petite pause. On se retrouve tout à l'heure. On découvre ensemble un autre livre nouvellement paru. À tout de suite. Les éléphants d'ivoire, tome 1, Le prince félon, de Koubemba. Jamais le royaume de Lugemo n'avait eu à faire face à une telle sécheresse. Pire encore, la pénurie s'est étendue bien au-delà des terres du roi Bidier. Et pourtant, Kana, un homme à la réputation inquiétante, vient d'un royaume qui ne semble pas touché. Drôle de curiosité. Bien que prince et fils aîné, le destin ne lui prévoit pas un rôle de roi. Mais lorsqu'une occasion aussi inespérée qu'improbable se présente à lui, Kana la saisit. De son côté, rien ne destine Zola à s'engager pour les siens, malgré le statut de sa famille. Mais le fils du premier conseiller du royaume est, sans trop le savoir lui-même, un homme de devoir. Il devra se révéler devant la menace qui pèse sur son monde. Complot, croyances, forces occultes, l'affrontement sera inévitable. Alliant tradition et modernité, Koubemba signe ici un roman fantastique aux allures de conte, tour à tour envoûtant et effrayant. Son roman vient sonder l'avidité et la soif de pouvoir d'une humanité corrompue et sans scrupules. Avec ce premier tome, il donne naissance à un héros et pose les enjeux d'une saga aussi sombre qu'épique. Aux éditions Publibook.